Nous sommes au Brésil en 1968 et José Mauro de Vasconcelos s'apprête à rentrer dans l'histoire littéraire de son pays en publiant un roman pour enfants, Mon bel oranger. Il raconte l'histoire de Dzedze, un enfant pauvre d'une famille violente et abusive et qui n'a qu'un seul ami, Minguino, un arbre qui l'écoute et lui répond. Le roman connaît un succès mondial et il est toujours lu presque 50 ans plus tard dans les écoles primaires du Brésil et du reste du monde. Ce que vous entendez maintenant est un morceau de K-pop, le versant coréen de la musique mainstream. La chanteuse se nomme IU. Au moment des faits, fin 2015, elle a 22 ans et s'apprête à sortir un nouvel album qu'elle produit elle-même et dont elle écrit toutes les chansons. Parmi celles-ci, le single Dzedze reprend explicitement les personnages de Vasconcelos et propose une réinterprétation du roman d'origine qui va créer une énorme polémique médiatique. Trahison de l'œuvre originale, perversion, indécence, jusqu'à des accusations de pédophilie. À l'origine un personnage enfantin, Dzedze, en passant dans le monde de la K-pop, est devenu l'espace de quelques semaines un équivalent de la Lolita de Nabokov. Voici les faits. Dans le livre, la relation entre Dzedze et Minguino est innocente, entre un enfant de 5 ans en situation difficile et son compagnon qui joue le rôle d'ami et de soutien moral pour pallier à sa solitude. Leur rapport reste donc dans le registre très enfantin de la fantaisie et de l'innocence. Ici, pas vraiment. Là, IU se met à la place de l'oranger et invite le gamin à lui grimper dessus, à embrasser ses feuilles et à prendre sa fleur. Bon, je vous laisse un peu écouter. La chanson suggère aussi que l'enfant est hypocrite, qu'il y a un décalage entre sa manière d'agir et ce qu'il pense vraiment. On recrée carrément les conditions d'un harcèlement sexuel sur un enfant de 5 ans, sans compter tous les jeux de mots en coréen que je comprends pas, mais qui d'après certains bilingues d'internet, donc forcément dignes de confiance, sont disséminés un peu partout dans la chanson. En fait, il n'y a aucun propos ouvertement choquant, mais tout repose sur un jeu de suggestions très étrange. On peut pas en dire autant de la pochette du disque qui représente Dzedze devant son arbre, en barésie dans une pose lascive. Bon, il est assez facile de comprendre que ce parti pris est motivé par autre chose que la perversion, l'ignorance ou la provocation. L'utilisation spécifique de ce personnage et la réinterprétation cohérente qui en est faite suggèrent un message précis. Mais la presse et les réseaux sociaux n'ont pas tous été de cet avis. IU a été la cible d'un énorme bashing de la part des médias comme de son public, scandalisé par l'objectification sexualisée d'un enfant, à juste titre. La polémique a pris suffisamment d'ampleur pour que des personnalités littéraires prennent la parole à ce sujet. Laissez-moi vous présenter Dongyuk Publishing. C'est la maison d'édition de Mon bel oranger en Corée. Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, Dongyuk Publishing a vivement désapprouvé la démarche de IU et a précisé que Dzedze n'est pas un garçon comme ça. Comme si IU, en violant le personnage, avait aussi violé l'œuvre et les intentions originales de son auteur. Ce qui paraît logique au premier abord. Bon, d'une part, faire de Dzedze un objet sexuel est très contestable. C'est quand même un enfant de 5 ans à la base. Et d'autre part, cette situation a amené un éditeur, c'est-à-dire un vendeur de livres, à formuler un avis d'autorité sur ce qui doit ou ne doit pas être dit au sujet des livres qu'il publie, et quelle est la bonne manière de les interpréter. Voilà, et ça me fait tiquer. Est-ce bien le rôle de l'éditeur d'apposer son sceau d'approbation sur la manière qu'ont les lecteurs d'interpréter les livres qu'il publie? Et sinon, qui doit en décider? Et comment savoir quelle interprétation est valable? Peut-on interpréter une œuvre artistique de la manière qu'on souhaite? C'est quoi une interprétation au final? Bon, moi la première possibilité qui me vient à l'esprit, c'est que c'est l'auteur qui a les réponses. Après tout, c'est lui qui a écrit le bouquin, non? Il avait quelque chose derrière la tête. Et son œuvre prend la forme de son message. Une interprétation, c'est la recherche de l'intention d'un auteur. On appelle ça l'intentionnisme. Un critique littéraire qui adhérait bien à ce délire, c'est Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, c'est un personnage intéressant.
En plus d'avoir été l'un des critiques majeurs du 19e siècle, il s'est tapé la femme de Victor Motherfucking Hugo. Lui, son idée directrice, c'est que l'œuvre d'un écrivain s'expliquait par sa biographie. Pour comprendre, il suffit d'aller chercher dans la vie de l'auteur tout ce qu'il y a de marquant et d'en tirer ses conclusions. Du coup, la figure de l'auteur est placée au centre de l'interprétation, puisque sa vie est indissociable de son œuvre. Elle y est reflétée et permet de l'expliquer. On appelle cette notion le biographisme. Et on a plein d'exemples d'œuvres littéraires qui reflètent la vie de leurs auteurs, ou juste d'éléments de biographie qu'on retrouve cachés dans les textes. En plus, pour Vasconcelos, ça peut marcher. Tzetze, c'est un personnage en grande partie autobiographique, donc cette idée me paraît tout à fait satisfaisante. Ceci étant dit, Sainte-Beuve ne s'est pas fait que des amis avec cette idée. C'était même un sacré miskin. Passons sur les anecdotes à la con, comme quoi il se serait consacré à la littérature parce qu'il était moche, ou le joli sobriquet de Sainte-Bave qui s'est traîné un peu partout. Notons quand même que Marcel Proust, personnalité littéraire tellement importante qu'on en oublia presque qu'il était passé à une lettre du ridicule, a exprimé dans un livre clash contre Sainte-Beuve son désaccord profond avec cette théorie parce que pour lui, l'analyse doit justement éviter de se faire parasiter par des éléments extérieurs à l'œuvre. Pour Proust, l'homme et le poète sont deux choses différentes. Et là je cite parce que c'est beau, la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. C'est l'une des oppositions littéraires les plus fameuses de la littérature française, celle entre la figure de l'auteur et la toute-puissance de l'œuvre. Et on en retrouve une continuité au XXe siècle avec Roland Barthes. Dans l'avant-propos de Sur Racine, un bouquin critique qui parle de Racine, Roland Barthes dégage l'idée que le rôle de l'auteur est surtout d'interroger sous couvert d'affirmer, tandis que celui du critique est de répondre sous couvert d'interroger. En fait, Roland Barthes est un partisan de la mort de l'auteur. Il a même écrit un article qui porte ce nom, qui pose le destinataire d'une œuvre d'art comme le principal, voire l'unique détenteur des clés d'interprétation. Pour lui, l'affaire de l'interprète, c'est d'imaginer des réponses aux questions que l'œuvre lui pose. Et ces réponses dépendent de lui, de son passif, de son groupe social, etc. etc. Bon, Barthes, c'est un structuraliste, mais il n'est pas le seul à avoir inversé le rapport d'importance entre le lecteur et l'auteur. Au XXe siècle, une flopée incroyable de théories littéraires, toutes plus diverses les unes que les autres, délaisse l'auteur et s'intéresse en profondeur au rôle du lecteur dans son rapport à l'œuvre. Ce que ça implique, c'est que la variété des interprétations possibles est virtuellement infinie. Et on peut partir très loin comme ça. Comme Stanley Fish par exemple. Laissez-moi vous raconter ces petites folies. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Nous sommes en 1971. Stanley Fish est professeur d'université. Il enseigne la linguistique et la poésie religieuse médiévale. Un jour, il décide de faire une petite expérience avec ses élèves. Quand les étudiants de poésie médiévale entrent en cours, ils peuvent voir, écrit au tableau, un texte énigmatique. Fish demande à ses élèves d'analyser ce poème du Moyen-Âge comme ils en ont l'habitude et laisse la classe dégager petit à petit des pistes d'interprétation de plus en plus profondes et solides, allant jusqu'à analyser de possibles anagrammes cachés dans le texte. Mais ce que le professeur Fish, qui est un petit filou, ne leur a pas dit, c'est que ce texte, c'est lui qui l'a écrit. Et il ne l'a pas pensé comme un poème, mais comme une liste, celle de ses collègues universitaires, une liste censée servir à une autre classe d'étudiants pour un devoir de linguistique. Donc c'est pas du tout un poème du Moyen-Âge. Du coup, bien que les étudiants n'étaient pas en présence d'un poème et qu'il n'y avait aucune intention stylistique ou littéraire dans le texte qu'ils lisaient, ils ont su en tirer une analyse tout aussi solide que celle d'un véritable poème écrit dans ce but. Fish a par la suite réitéré l'expérience plusieurs fois, dans plusieurs universités différentes, avec toujours le même résultat. Pour lui, tout repose sur sa tricherie. Il a affirmé à des étudiants habitués à l'analyse de poèmes qu'ils en lisaient un, alors ils ont appliqué ce qu'ils avaient appris dans leurs études, une stratégie d'interprétation adaptée à ce qu'ils croyaient lire.
Finalement, chacun y a vu ce qu'il croyait préalablement y voir, et a trouvé des éléments qui justifiaient la véracité de cette préconception. L'interprétation reposerait sur un préjugé. Fish nous dit « Les interprètes ne lisent pas les poèmes, ils les font ». Là, on est dans une idée qui va beaucoup plus loin de ce qu'on a vu avec Barthes, puisqu'ici l'intention de l'auteur est totalement mise de côté. L'intention, l'interprétation peuvent varier, être modifiées, interchangées. Il n'y a que le texte brut qui reste le même. C'est le lecteur qui construit un sens, et cela signifierait que toutes les interprétations seraient possibles et valables. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Donc qu'est-ce qu'on doit en conclure? L'auteur s'efface devant le lecteur et Sainte-Beuve se retrouve une fois de plus en PLS. Le lecteur n'est qu'une variable qui change le sens d'un texte constant. Avec son expérience, Fish nous a posé une question très importante. Comment reconnaître un poème quand on en voit un? C'est Umberto Eco, un théoricien italien, qui va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Avec l'œuvre ouverte, il sépare l'interprétation en 3 recherches qui sont distinctes et qui peuvent ne pas coïncider entre elles. L'intention de l'auteur, ce que l'auteur cherche à nous dire avec son texte, l'intention de l'œuvre, ce que le texte nous dit par rapport à son contexte et au système d'interprétation auquel il se réfère lui-même, et l'intention du lecteur, ce que le destinataire trouve dans le texte, ce qu'il construit, et qui dépend de ses critères personnels et de la connaissance qu'il porte avec lui. La distinction entre ces 3 intentions est très importante. Elles sont différentes, véhiculent des messages différents et qui ne coïncident pas toujours les uns avec les autres. Essayons d'appliquer ces étapes au roman de Vasconcelos pour y voir plus clair. D'une part, il y a l'intention d'œuvre qui nous sert de base. C'est juste l'histoire d'un enfant pauvre et sa relation avec un oranger, son ami imaginaire, à qui il se confie quand il est battu par sa famille pour avoir fait des bêtises. D'autre part, il y a l'intention de l'auteur, ce qu'il cherche à nous dire en écrivant son roman. Pour la comprendre, il est important de se munir d'un peu de contexte. Par exemple, c'est important de savoir que le roman est d'inspiration autobiographique. Il est unanimement accepté que le roman parle de l'enfance et du fait de grandir, de passer d'un âge à l'autre et de mûrir en faisant des rencontres déterminantes. Dans le livre, il y a Minguino, le gentil oranger, qui fait clairement partie de l'imaginaire de l'enfance. Mais après, il y a Portuga, un adulte que Dzedze rencontre et qui veille sur lui jusqu'à ce que sa mort fasse sortir Dzedze de l'innocence pour de bon. Maintenant, il y a la construction que Hayou propose avec sa chanson. On voit qu'elle ne correspond pas entièrement à l'intention d'auteur couramment acceptée, puisque les personnages de Dzedze et de Minguino perdent leur caractère innocent et sont sexualisés, allant même jusqu'à nier explicitement le statut d'enfant innocent de Dzedze pour suggérer une perversion inhérente au personnage. Donc non, l'interprétation de Hayou ne respecte pas l'intention de l'auteur, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une intention de lecteur qui a été apposée sur le texte. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas valable, au contraire, car cette construction de lectrice, en détruisant l'esprit enfantin initial, lui permet de créer un propos totalement nouveau et qui a un intérêt artistique. Il y a une donnée à prendre en compte pour comprendre le sens de cette démarche. Cette réinterprétation assume totalement de s'éloigner de l'intention de son auteur, car elle est motivée par un but artistique. Cette réécriture volontaire implique que cette intention de lecteur devient une intention d'auteur au sein du nouveau texte qui émerge, la chanson. La vraie question que je me pose, c'est pas est-ce que cette interprétation est valable ? Non, elle ne l'est pas s'il s'agit de chercher l'intention initiale de l'auteur. Oui, elle l'est parce qu'elle est une construction de sens par le lecteur qui appuie un éclairage cohérent sur le texte. Voilà, maintenant ça on le sait. Mais la vraie question que je me pose, c'est pourquoi ? Comme la dernière fois qu'on a voulu dégager l'intention de l'auteur, avec Vasconcelos, intéressons-nous au contexte d'écriture de la chanson, et revenons jusqu'en Corée. Bon alors qu'est-ce qu'on sait ? Hayou est une chanteuse qui a déjà plusieurs albums à son actif. Elle pratique le style musical dominant en Corée, la K-pop. C'est le genre mainstream local qui a sa propre esthétique et ses propres codes, mais aussi ses propres règles de production, car il s'agit aussi d'une industrie, avec des données économiques, culturelles et sociales à prendre en compte. C'est une information à retenir, car si la K-pop est un genre varié, parfois inventif et souvent assez exubérant, il n'en est pas moins la plupart du temps consensuel. Qu'on se comprenne bien, je dis pas que le genre se répète ou qu'il est toujours le même.
Il évolue dans le temps et ses acteurs, comme dans tout courant artistique, apportent leur pierre à l'édifice. Il y en a qui ont leur propre identité. Mais en m'y intéressant, j'ai constaté que, comme souvent dans la musique pop, les mêmes thèmes sont traités encore et encore, à savoir la fête, la séduction, entre autres. Et surtout, tout est assez lisse et s'inscrit dans un discours normalisé qui, bien qu'il soit assez décomplexé parfois sur certaines questions, est relativement sage. Il ne s'éloigne que très rarement des sentiers battus et rebattus pour ne pas choquer un public qui est déjà acquis. Cette accoutumance du public à un certain discours qu'on lui rabâche sans cesse et qui varie assez peu, explique en partie le tollé médiatique suscité par le morceau. Il est très rare qu'une chanteuse de K-pop, qui précédemment ne s'était jamais éloignée du discours encouragé par l'industrie musicale, propose une œuvre dont l'ambition avouée est de choquer et d'aborder des sujets polémiques. Et ce sujet, beaucoup ont cru à tort que c'était une relecture pédopornographique d'un roman pour enfants à prendre au premier degré, alors que le vrai focus est sous les yeux de tout le monde depuis longtemps. Il s'agit de l'industrie musicale elle-même. En y réfléchissant, il m'apparaît que, bien que Minguino, le pédo-arbre, parle dans la bouche de IU à la première personne, c'est à ZZ qu'elle s'identifie. En le plaçant dans une position contradictoire d'enfant et d'objet sexuel, elle fait référence à son propre statut au sein de l'industrie musicale coréenne. Plusieurs chansons de l'album font explicitement référence au dilemme entre une envie de rester en enfance et la nécessité de grandir et de devenir adulte. On pense notamment à 23, où elle parle de sa propre attitude vis-à-vis des autres, faisant semblant d'être un renard qui fait semblant d'être un ours. Bon, la métaphore est pas forcément hyper claire, mais on comprend quand même qu'elle ne sait pas quel rôle adopter, qu'elle est confrontée à des attentes qui sont contradictoires. Je parle depuis tout à l'heure d'une industrie de la musique, et de normes sociales et économiques. On peut notamment parler de la place du support vidéo dans la K-pop, puisque les clips sont presque aussi importants que la musique, et sans doute en conséquence du statut des musiciens vis-à-vis de leur public, qui tourne en grande partie autour des questions de corps. On entend parfois parler au sujet de la K-pop, et ça nous choque beaucoup parce qu'on est des occidentaux, d'histoires de chirurgie esthétique contractuelle commandées par les producteurs pour faire ressembler les membres de certains boys bands ou girls bands à un certain archétype. Mon but n'est pas de critiquer cette pratique, mais de montrer que les chanteurs de K-pop ne sont pas nécessairement des artistes. C'est surtout des modèles, avec une image publique très contrôlée, qui doivent miser sur leur dimension physique autant que sur leur voix. Parfois cette image est sexualisée, et parfois quand les chanteurs sont jeunes par exemple, elle ne l'est pas. Mais elle reste sous contrôle. La jeune chanteuse de Hakdang Musician par exemple, est contractuellement engagée à ne pas recourir à la chirurgie esthétique avant un certain âge. Et parfois elle est les deux à la fois. Je pense que cela a à voir avec la position particulière des femmes dans cette industrie musicale, avec toutes les normes sociales et les clichés que cette position véhicule, entre l'image de la femme douce et gentille et l'objectification présente dans les esthétiques musicales pop, aussi bien là-bas que chez nous. C'est ce que IU semble pointer du doigt pour moi. IU, c'est pas une débutante dans la K-pop. Elle a déjà sorti plusieurs albums, alors même qu'elle était relativement jeune. Donc il y a déjà quelques années, elle était déjà une pop star, alors qu'elle était mineure. Une situation contradictoire qui piège IU dans la même position que ZZ. On veut la voir se comporter comme une enfant, sage, mais on lui prête toujours des intentions sales, liées au monde des adultes. En faisant subir cette torsion morale au personnage de ZZ, qui a insupporté tant de monde, IU met le spectateur dans sa propre situation, moralement très floue, celle d'une personnalité publique dont on attend un comportement normé et contradictoire. Elle exprime son désir de s'émanciper, de sortir des carcans imposés par le système dans lequel elle évolue et de s'imposer en tant qu'artiste. Souvenez-vous de ce que disait Barthes. L'artiste, c'est celui qui a l'air de nous affirmer quelque chose, alors qu'en réalité il nous interroge. Finalement, j'ai l'impression que l'utilisation que IU a faite du texte de Vasconcelos n'est pas si éloignée de l'intention de l'auteur. Par ce biais, elle en fait le manifeste de son passage à l'âge adulte, et elle demande son indépendance. On peut par exemple jeter un œil sur les shootings photos pris quelques temps plus tard et qui répondaient à la polémique de manière très claire. Dans des positions lascives qui ont fait hurler ses plus fervents haters, IU revendique son image de femme avec un corps, une sexualité dont elle dispose comme elle le souhaite. Et je trouve que c'est assez malin dans un milieu artistique globalement consensuel que quelqu'un s'affirme de cette manière, en giflant le goût du public et en questionnant l'intention que nous, les lecteurs, prêtons à elle, l'auteur, à la fois pure, innocente, comme une enfant, mais aussi sexualisée, érotique, comme une femme, coincée à la fois dans une position d'enfant et d'adulte. Alors, qui est le pervers dans tout ça ? Kind of me.
진저들 뺨을 봐